Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Focus Catholique. Partout, on construit des murs, et pas seulement pour fortifier des édifices. La société construit des murs pour séparer les gens les uns des autres. Rien n'est plus symbolique de la division entre les humains qu'une prison. Avec leurs grands murs, les prisons isolent des milliers de personnes du reste de la société. Il y a pourtant un certain nombre de personnes qui, surmontant la séparation, rendent visite à des prisonniers pour leur apporter de l'espoir. L'Évangile pousse les chrétiens à franchir plusieurs sortes de murs pour rejoindre les personnes dans la détresse, les malades, les handicapés, les exclus. Un certain nombre de chrétiens répondent à cette exigence de l'Évangile en visitant des prisonniers. Mais qu'est-ce qui motive ces chrétiens à se rendre auprès des gens isolés de la société? Qu'est-ce qui apporte aux prisonniers et comment sont-ils touchés par leur rencontre? J'ai reçu un appel de Michel Beauchamp, qui était dominicain et puis qui était coordinateur régional de l'aumônerie. Alors, il me fait venir chez lui et puis il me demande qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Et après, il m'envoie visiter un pénitencier et puis on me dit, là, ben voilà, à tous les jeudis soirs, il y a une rencontre de prisonniers, d'aumôniers, de bénévoles, d'ex-prisonniers dans un endroit, en fait, dans un sous-sol de l'église Saint-Alphonse d'Ouville, ici à Montréal, pas loin du boulevard métropolitain. Et je me présente là, un jeudi soir, et un deuxième. Et après 4 mois, voilà, avec tous les jeudis soirs, quelqu'un vient chez moi au Collège Notre-Dame. J'avais été nommé à ce moment-là supérieur de la communauté. Et quelqu'un se présente du nom de M. Dionne. Alors, dans les rencontres du jeudi soir, on se nomme que par notre prénom. Alors, c'est Joseph, c'est Fernand, il n'y a rien d'autre qui apparaît. Et moi, je reconnais ce M. Dionne, sous le nom de Wilbrod. Il est aumônier au Leclerc. Quand il me voit au Collège Notre-Dame, à la réception, il dit, mais, avec des yeux sévères, « Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Puis là, je le regarde, puis il dit, « C'est pas toi, Fernand Bessette, non? » J'ai dit, « Oui, c'est moi. » Et là, il devient tout rouge, puis il se cache le visage dans ses mains. Alors je lui demande, « Mais qu'est-ce qui se passe, Wilbrod? » Il dit, « Crois-le ou non, ça fait 4 mois qu'on se voit tous les jeudis soirs. Moi, j'étais convaincu que tu étais un prisonnier, que tu étais un détenu. » Alors, j'ai dit, Wilbrod, c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire. Je m'étais tellement bien identifié avec tous ceux qui étaient là. Il y en avait toujours au moins une quinzaine, et quelquefois, ça pouvait être le double. Alors, j'ai dit, ben voilà, tu me confirmes dans ma vocation, dans cet appel qui m'est fait d'être en lien avec ces prisonniers. Bon, ce qui m'a emmené là aujourd'hui, en fait, ça a été au départ mon incarcération. J'ai été incarcéré, j'ai commis un crime. J'ai été sentencé à perpétuité. J'ai purgé une sentence de 10 ans à l'intérieur du pénitencier. Ensuite de ça, après 10 ans de liberté, en libération conditionnelle, quelqu'un m'a approché pour que je travaille pour Option Vie. Option Vie, Lifeline au Canada, dans le restant du Canada, est un organisme où des sentencés vie retournent à l'intérieur des prisons pour aider d'autres sentencés vie à bien cheminer et finalement se retrouver dehors. Quand on arrivait à l'intérieur du pénitencier, on représentait un espoir pour ces gens-là. On aurait dit que pour la première fois, ils réalisaient, en nous regardant, qu'il y a une vie après. Alors, ces gens-là prenaient conscience qu'il pouvait y avoir une vie, alors on pouvait mieux les diriger, leur dire « J'étais là, moi, j'ai eu les mêmes obstacles que toi, tu fais face, et j'ai réussi à passer au travers, et maintenant, je suis heureux dans cette vie-là. » Alors, j'ai travaillé 7 ans pour Option Vie, et puis ensuite de ça,
on s'est aperçu qu'il y avait un manque. Après que ces gens-là sortaient du pénitencier, ils arrivaient d'une autre planète. Il y en a qui avaient purgé 15, 20 ans, 25 puis 30 ans à l'intérieur des murs. Et ces gens-là avaient besoin d'aide. Alors, on a formé un organisme qui s'appelle le Service Oxygène pour aider ces gens-là. Ça a commencé au départ, on allait les voir à la maison de transition. Et on les accompagnait à l'extérieur, on essayait de leur trouver un travail, on leur trouvait un logement, on leur trouvait des meubles gratuitement pour pouvoir les partir dans la vie. On essayait de les encadrer le plus possible. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que ces gens-là finissaient par retourner en prison. Alors on se demandait pourquoi. Qu'ils finissaient toujours par retourner en prison. Et on s'est aperçu que lorsqu'ils tombaient en appartement, après la maison de transition, ils tombaient dans un appartement tout seuls et la majorité s'isolait. Puis l'isolation, à force d'être seuls à l'intérieur de leur appartement, il y avait la condition de non-consommation. Alors souvent, ils consommaient et ils retournaient à l'intérieur des murs pour bris de condition. Pas parce qu'ils avaient commis d'autres crimes, parce que ces gens-là ne commettent pas d'autres crimes, et c'est prouvé dans les statistiques, mais à cause des bris de condition, ils retournent en prison. Là, ils ressortaient de prison, allaient en transition, puis lorsqu'ils retombaient en appartement, ils s'isolaient, puis ils retournaient. Il y avait une espèce de cercle vicieux. Alors, moi, je dis, on devrait les mettre ensemble pour essayer de briser l'isolement lorsqu'ils sortent de la transition. Alors, on a commencé, on a parti une ressource qui s'appelle Léo's Boy, une maison de chambre, où on peut abriter 10 personnes qui sortent des transitions et qu'on fait vivre ensemble, et ça marche. Ça marche, ces gens-là demeurent là et ne retournent plus en prison. C'est comme si on avait un peu recréé l'ambiance dans laquelle ils ont vécu durant les 30 dernières années, c'est-à-dire il y a du mouvement alentour. C'est ceux qui sont dans leur chambre, mais il y a du mouvement, puis c'est important pour eux autres qu'il y ait du mouvement. Ils ont besoin de chaleur humaine. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de... Moi, j'ai toujours dit, de l'expérience que j'en ai là, dans les 12 dernières années, si on formait un cercle de soutien, 3, 4 personnes dans la communauté, pour encadrer chacune des personnes qui sortent du pénitencier, il n'y aurait plus de récidive. Vous savez, les gens sortent du pénitencier, puis ils ont l'impression qu'ils sont rejetés par la communauté. Alors, c'est difficile de réintégrer la communauté quand tu te fais vilipender sur le coin des rues. C'est très, très important d'être encadré et de se sentir, pour ces gens-là, qu'il y ait des gens de la communauté alentour d'eux, puis qui disent « Bienvenue, viens-t'en, on va t'aider, nous ». Mais c'est pas ça qui se produit dans la réalité, puis c'est pour ça que souvent les gens retournent en prison. Le plus grand défi, c'est de les amener dans la communauté, de les installer dans la communauté pour qu'ils soient confortables, pour pas qu'ils se sentent rejetés par la communauté, puis qu'ils se disent « Bon, j'ai plus ma place ici, je me retourne dans le pénitencier ». Et justement, si on réussit à les rendre heureux là où ils sont, ils ne voudront plus retourner à l'intérieur. Alors le défi, c'est de les amener lentement vers le bonheur. Puis quand je vais voir quelqu'un à l'intérieur des murs, je lui demande « Es-tu heureux? » Personne va... La majorité vont dire « Ben voyons, je ne peux pas être heureux, je suis en prison. » C'est pas vrai. Je leur dis tout le temps, si tu n'es pas capable d'être heureux ici, tu ne seras pas dehors. Si tu es malheureux sur le côté droit de la rue, même si tu traverses la rue, tu ne seras pas plus heureux. Il faut que tu apprennes à l'être où tu es, puis quand tu vas sortir, tu vas être capable de l'identifier, puis tu vas être capable de le faire vivre. Quand je rencontre ces personnes, souvent elles ont une idée, une image très négative d'eux-mêmes. Vous savez, les crimes qu'ils ont commis, les crimes sexuels, puisqu'en majorité ce sont des délinquants sexuels, je dirais la plupart de ces hommes ont eu une enfance malheureuse et où le message qu'ils ont entendu depuis le tout jeune âge, souvent, c'est qu'ils étaient des bons à rien et qu'ils ne feraient rien de bon dans la vie. Et ça, habituellement, les prisonniers, les personnes incarcérées le disent comme ceci. Moi, je suis un trou de cul, puis un tas de marde. Et lorsque, par des rencontres,
Aussi par, je pense, une affection que je suis capable de leur montrer. Dans certains milieux, je suis reconnu un peu comme celui qui donne des câlins, des hugs, comme ils disent au service correctionnel. Enfin, alors, je pense que la tendresse, l'affection est une façon assez effective, efficace pour entrer en relation avec ces hommes. Et lentement, là, ces hommes acceptent qu'il y a quelque chose d'autre en eux que le mal, que le délit qu'ils ont fait. Et lorsqu'ils en prennent conscience, même si au début, peut-être que plusieurs d'entre eux croient à une certaine manipulation, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en milieu carcéral, la manipulation est souvent un mode de survie. Alors, quand ils se rendent compte que je ne suis pas en train de les manipuler, mais bien de poser sur eux un regard d'amour, un regard d'affection et de tendresse, c'est là que les choses changent. Et quelquefois très lentement, mais à d'autres moments, ça se fait assez rapidement. Et là, ces hommes savent que je suis là d'abord et avant tout pour eux, même si je me permets de leur dire très souvent tout ce qu'ils m'apportent. Et j'ai une formule, enfin pour dire cela, c'est que de voir ces hommes qui ont fait des pirouettes et des culbutes de toutes sortes, essayer de se remettre debout malgré tout, que cela est très stimulant pour moi. Je vois la vie là, qui veut émerger malgré les croûtes de toutes sortes qu'on a pu mettre sur eux. Quelques-uns se sont mis ces croûtes et d'autres, on n'a seulement qu'à savoir qu'est-ce que la société pense, entre autres, de la délinquance sexuelle et de ceux qui la pratiquent. Alors, et ces hommes, quand ils sont rejoints au meilleur d'eux-mêmes, il y a des belles choses. J'ai eu le bonheur en Inde de rencontrer Mère Teresa à plusieurs reprises, parce que les frères de Sainte-Croix, comme moi, là, il y en avait qui ont travaillé pour Mère Teresa, que ce soit dans des mouroirs ou dans d'autres maisons. Alors, j'ai eu, durant quelques années, le privilège de me retrouver seul quelquefois avec Mère Teresa pour parler des frères de Sainte-Croix qui étaient avec elle. Et surtout dans ces occasions, mais dans bien d'autres aussi, Mère Teresa parlait des plus pauvres des pauvres. Alors qu'elle invitait les religieux des nombreuses congrégations présentes en Inde à être fidèles à leur charisme, mais elle nous disait qu'en exerçant notre charisme, de ne jamais oublier les plus pauvres des pauvres. À mon retour de l'Inde en l'an 2000, j'ai cru comprendre qu'ici, les plus pauvres des pauvres, ce sont les délinquants sexuels. Alors, et je pense que c'est cela qui m'a peut-être permis de trouver un intérêt et d'entendre cet appel qui m'a été fait, je pense, d'être avec eux, pour pouvoir, avec eux, faire l'expérience de l'amour de Dieu. Comme la majorité des sentences-vie, des gens qui ont tué quelqu'un dans leur vie, on fait une sentence de prison, mais on sait qu'on ne sera jamais capable de réparer ce qu'on a fait. On a enlevé la vie de quelqu'un. Et je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de sentences-vie qui veulent essayer de réparer, mais ça ne se répare pas. Alors, il faut qu'il y ait une espèce de compensation. Et moi, cette compensation-là, je l'ai trouvée dans la relation d'aide. Pour moi, aider des gens, c'est comme si je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, mais je peux compenser un peu le mal que je peux avoir fait à l'intérieur même de la communauté. Parce qu'il faut savoir aussi, quand on commet un crime de cette ampleur-là, le nombre de victimes qu'on peut faire, hein, c'est comme un tsunami. On ne peut pas s'imaginer le nombre de victimes que ça fait. Il y a eu la personne qui est décédée, il y a eu ses parents, il y a eu ses frères, ses soeurs, ses enfants, sa femme, il y a eu ma mère, mes frères, mes sœurs. C'est incroyable. Puis quand on se met à calculer le nombre de victimes qu'on a faites à l'intérieur d'un crime,
C'est incroyable. Mais tous ces gens-là qui ont été les victimes, en fait, mais ceux qui maintenant sont encore près de moi, sont contents de ce que je suis devenu parce que je travaille maintenant en relation d'aide. Puis c'est important pour moi de le faire. On aide la protection de la communauté parce que de rassurer, de redonner espoir à ces gens-là, ça l'aide à protéger la société à l'extérieur. Un homme ne peut pas vivre s'il n'a pas d'espoir. Et de réveiller la foi dans ces gens-là. Puis c'est surprenant, hein, on s'assoit avec des gens qui ont commis des crimes et on lui demande où t'en es rendu dans tes croyances. Tu étais un enfant, tu croyais, où t'en es rendu là-dedans? Et ces gens-là n'en parlent. Ils en parlent avec une ouverture vraiment surprenante. Puis de redonner, de les ramener dans cette foi-là de leur enfance, c'est un peu de leur dire, on peut recommencer aujourd'hui. Et recommencer à ce point-là. Mais où t'en es rendu comme homme, mais au niveau de ta foi, si on peut repartir le feu. Parce que les tisons sont là. Hein? Il y a des gens qui viennent me voir puis qui me racontent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre parce qu'ils ont confiance en moi. C'est incroyable. Puis tu vas parler à n'importe quel bénévole, des gens qui travaillent à l'intérieur, des bénévoles qui travaillent à l'intérieur des murs. Ils vont être unanimes. Ils vont tous te dire, moi, je ne vais pas là pour eux autres, je vais là pour moi. Ça m'apporte des choses à moi, d'être en contact avec ces gens-là. C'est comme les 10 ans. J'ai été 10 ans, là, après avoir été libéré. J'ai vécu 10 ans dans la communauté. J'avais un travail avant que je retourne pour Option Vie. Mais ça m'a sauvé la vie de retourner en dedans, de retourner, de reprendre contact avec ces gens-là. Et je me suis aperçu que j'avais oublié. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais, jamais oublier qu'est-ce qui s'est produit dans ta vie. C'est ce qui te permet de continuer à t'améliorer et de devenir une meilleure personne. Et ces gens-là nous aident à devenir des meilleures personnes. Parce qu'il y a des gens extraordinaires à l'intérieur. Tu sais, c'est pas parce que des gens ont commis un crime que ce sont tous de mauvais gens. Il y a des gens extraordinaires à l'intérieur des murs. Et des gens qui vivent présentement dans la communauté. Et qui, juste au Québec, il y a 400 sentences de vie qui vivent dans la communauté. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre boucher, votre dentiste qui peut avoir fait ça. Mais c'est des gens qui, j'en suis convaincu, pour la majorité, sont devenus des aidants pour essayer de compenser. Et ces gens-là nous aident. Moi, en tout cas, m'aident énormément dans ma vie. Souvent, quand que je me sens pas bien, quand je suis down, ça va être un de ces gars-là qui va m'aider à remonter. Pour moi, tout être humain est un enfant de Dieu, quelle que soit sa religion. Et c'est là que ces hommes que je rencontre, ces prisonniers, qui, dans bien des cas, n'ont plus d'identité excepté que celle d'être un délinquant, d'être un prisonnier, d'être un détenu. Et je me sens un peu invité à aider ces hommes à retrouver leur identité, hein, d'enfants de Dieu, d'hommes capables de faire l'expérience de l'amour, de la tendresse, de la responsabilité, de la fidélité, et de recouvrer l'innocence. Le premier pas, et je pense que c'est le plus dur, c'est essayer de les convaincre de se pardonner. Il y a des gens que j'ai rencontrés que ça fait 25, 30, 40 ans qu'ils sont en prison, ils ne sortent pas. Ils sont incapables de se pardonner ce qu'ils ont fait. Si tu ne commences pas par te pardonner toi-même, c'est très difficile de continuer à vivre. Parce que tu as toujours l'impression que tu ne mérites pas d'être heureux. Tu ne peux pas te permettre aucune joie, aucun bonheur parce que tu ne le mérites pas. Ce que tu as fait, c'est trop grave. Alors, la première marche, c'est le pardon. Essayer de les convaincre, de se pardonner, de dire, écoute, il y a une vie après ça. Il faut que tu essaies de te pardonner et à partir de là, essayer de réparer d'une quelconque façon pour que tu sois heureux.
Et ça peut commencer à l'intérieur des murs, ça peut commencer dans ta relation avec les autres détenus, ça peut prendre toutes sortes de formes. Alors, c'est de commencer, il faut qu'il y ait un point de départ. Et je pense que le point de départ, c'est le pardon. Il n'est pas facile de s'ouvrir aux autres, surtout aux exclus de la société. Les personnes qui réussissent à le faire portent la lumière là où il n'y avait que les ténèbres de l'exclusion et du rejet. Les aumôniers de prison en sont des exemples, car ils ont l'occasion de devenir artisans de paix et de grandir en humanité. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Joseph Koski. À la prochaine.